Je voudrais qu'on passe au dernier projet. On reste sur la côte atlantique, on remonte, on va en Bretagne Nord même, hein, avec vous, Philippe Estienne, directeur développement, accompagnement et patrimoine de l'ADAPI Côte d'Armor. Alors là aussi, projet pour monter en puissance les structures de participation sur 3 territoires avec 3 organisations différentes. Vous êtes associés tous les 3 pour répondre à un appel à projet de la CNSA sur ces démarches participatives innovantes. Il y a l'ADAPI Noël des Côtes d'Armor, vous, il y a la maison de Montcontour qui s'est mobilisée et puis l'APF aussi qui s'est mobilisée. Donc sur le secteur du grand âge, sur le secteur du handicap, 3 structures, 3 voies pour monter en compétences. Comment vos structures se sont retrouvées, se sont regroupées pour répondre à cet appel à projet? Alors, donc nous, on avait en fait trois éléments clés qui nous ont fait converger puis répondre ensemble à cet appel à projet. Le premier, c'est que les regards qu'on porte sur la personne en situation de handicap est en pleine évolution dans nos 3 associations et aussi dans la société. C'est-à-dire, avant d'être une personne en situation de handicap, c'est une personne, donc c'est un citoyen qui, comme tous les citoyens, doit pouvoir bénéficier de l'effectivité de ses droits. Donc c'était le premier élément qui nous fédérait. Le deuxième, c'est qu'on était tous sur l'amélioration de l'expression des personnes, sur leur participation et sur la représentation. Et donc on partait de ce principe, on était plus sur une présomption d'incompétence, mais sur une présomption de compétence, sur une présomption de capacité, capacité à faire, capacité à dire, capacité à s'exprimer, capacité à peser sur la décision, capacité aussi à représenter. Donc c'était donc le deuxième élément. Et le troisième, nos 3 associations travaillaient avec le CREAI Bretagne, donc il y a eu ce rôle de catalyseur qui nous a mis en lien pour répondre effectivement à l'appel à projet en 2023, donc c'est relativement récent, cet appel à projet sur l'effectivité des droits dans les établissements et services médico-sociaux. Alors vous allez porter la parole de vos 2 partenaires. L'autre responsabilité. Qui nous regardent, j'imagine, à l'écran. Mais si on regarde votre ADAPI, votre structure en soi, en quoi cet enjeu de participation se posait de manière spécifique au niveau de votre structure? En fait, il n'y avait pas vraiment de spécificité par rapport aux autres. On avait un dénominateur commun qui était le développement du pouvoir d'agir des personnes, leur rapport à la décision. C'est-à-dire, en fait, on peut, comme partout, dire on associe les personnes, mais quel impact elles ont réellement sur la décision. Donc, cet élément important, et aussi sur la représentation. Donc, en définitive, on avait quelque part les mêmes objectifs, avec des niveaux de mise en œuvre et de réalisation qui étaient différents. Je vous laisse nous présenter concrètement comment c'est mis en place et dans votre structure et dans les 3 structures cette démarche de pollinisation. Voilà, la pollinisation absolument qui est importante. Donc en fait, nous sommes 3 associations, donc l'APF France Handicap, l'ADAPI Noël Côte d'Armor et l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve avec la maison de Montcontour. La particularité, c'est qu'on est aussi sur 3 départements, donc 3 départements bretons et il y a en fait 6 expérimentations. Et on est accompagné en termes d'ingénierie par le CREAI. Donc j'ai entendu les mots tout à l'heure, hein, on va en parler tout à l'heure, de l'évaluation, du design aussi, un design social tout au long du projet, et également voir une analyse d'impact à 30 mois. Donc là, c'était notre petit terme, une pollinisation, c'était le terme, c'était une opportunité, un levier pour les droits, leur effectivité et leur reconnaissance. Donc l'objectif partagé, c'était d'améliorer la qualité de la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap dans les décisions collectives qui les concernent en formant une communauté apprenante. Alors c'est quoi une communauté apprenante? C'est un collectif qui là, dans le cas présent, est fait des personnes accompagnées, des professionnels, des directions qui en fait regardent tout ce qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire les leçons des actions passées et des actions actuelles, pour mieux présenter et mieux conduire les actions futures. Et donc on va passer à la suivante. Voilà. Donc 3 associations, 6 expérimentations. Au niveau de l'APF France Handicap, 3 expérimentations. La première, donc le pôle Kerlivet à Brest, sur le fonctionnement des CVS. Alors on en a parlé beaucoup depuis ce matin. Et en fait, donc les CVS existaient, loi 2002. Le souci, c'est qu'ils avaient tendance un petit peu à végéter. C'était effectivement un lieu de participation, mais est-ce que c'était une réelle participation des personnes? Donc le travail qu'ils ont développé, c'est de faire en sorte que les personnes deviennent vraiment actrices de ce lieu qui est leur lieu de représentation. Donc ils se l'approprient. Et pour cela, donc, il y a tout un travail qui a été fait sur les outils, comment on le prépare. Donc déjà préparer en amont.
comment je peux être outillé pour bien présenter lors du CVS et surtout comment je restitue suite au CVS, parce que c'était souvent un petit peu la question qui se posait. Tu vas au CVS, mais du coup, qu'est-ce que tu me restitues? Qu'est-ce qui s'y passe? Et donc, si on veut être représentant, il faut vraiment outiller les personnes pour le faire. Et l'autre élément sur lequel ça a été aussi évoqué depuis ce matin, c'est la notion de posture. C'est parce que cette posture de représentant, ça ne se décrète pas. Ça se travaille et donc il y a tout un travail qui est fait aussi sur ce pôle au niveau de la posture. Le deuxième expérimentation, c'est sur le pôle de Caraman, donc qui est situé à Quimper, où là, en fait, ils étaient déjà bien avancés au niveau du CVS. Il y avait une participation aussi effective des personnes dans d'autres instances, et en particulier dans l'élaboration du projet d'établissement. Et donc, ils se sont dit, on va passer un petit peu au stade supérieur, et est-ce que les personnes ne pourraient pas participer au recrutement des professionnels? Donc, du coup, ils sont en train de travailler effectivement avec eux à différentes étapes. Donc, intervention dans les grands axes de la fiche de poste. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. Sélection des CV. Et troisièmement, participation effectivement au recrutement. L'avantage double regard. On en a parlé aussi, j'ai entendu depuis ce matin, savoir expérientiel, savoir d'usage. C'est-à-dire que c'est moi, personne en situation de handicap, qui va pouvoir bénéficier de ce que va faire le professionnel au quotidien. Et compétences qui sont attendues par la direction générale ou la direction de l'établissement. Donc ce double regard permet effectivement, donc ça va être en expérimentation, on vous fera un petit retour de tout ce qui va se passer. Et la dernière, donc on était sur l'APEA et le DIEM de Redon. Donc c'est des appartements de préparation et d'entraînement à la vie en autonomie. Et en fait, donc, eux voulaient travailler sur les droits fondamentaux et la bientraitance. Et l'idée, c'est que ce secteur adulte puissent se doter, se former et deviennent des pairs formateurs, et donc de la paire intervention auprès des plus jeunes. Et donc cette transmission qui peut se faire en bénéficiant qu'on soit sur un pôle avec des adultes et des enfants. Alors on va passer à la salle suivante, c'est la régie qui passe. Voilà. Je laisse la régie intervenir. Donc deuxième association, donc la Maison Mon Contour, qui était elle sur 2 expérimentations. La première, donc on est toujours au niveau du CVS, mais là sur la notion de comment bien identifier les représentants. Donc si je suis représentant, c'est bien, j'ai été élu par mes pairs, hein, mais si je ne suis pas identifié, comment je prends leur parole, comment je récupère effectivement les questions. Et donc l'idée, c'est de créer une permanence, mais permanence physique, c'est-à-dire qu'ils ont au sein de l'établissement mis en place d'un bureau et d'horaires de permanence où les personnes peuvent venir apporter leurs questions qui sont ensuite discutées et relayées au niveau des CVS. Le deuxième, c'est le résident traceur. Alors le résident traceur, là, ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, dans les référentiels HAS, qui sont sur l'accompagné traceur, et le fait donc de préparer effectivement les personnes à ces évaluations à venir. Et le deuxième impact qu'il y a eu en mettant en place ces résidents traceurs, c'est de faire évoluer effectivement le fonctionnement et d'avoir un impact sur le fonctionnement et des services qui sont apportés par l'établissement. Troisième. Alors là, on arrive chez nous, donc l'ADAPI Noël Côte d'Armor. Alors là, je vais juste vous mettre un petit peu dans quel contexte on se situe. Donc le premier, on l'a dit, évolution de la place qu'on donne aux personnes, du regard qu'on leur apporte. Deuxième élément, transformation de l'offre, de notre offre actuelle, de nos établissements et services, l'accueil de jour, l'accueil temporaire, tout ce qu'on peut faire. Le troisième élément, c'est cette société inclusive, ce vivre ensemble, hein, que l'on voudrait mettre en place. Donc tous ces éléments font que il va y avoir des évolutions importantes dans les métiers futurs, dans la posture aussi de nos professionnels demain. Et donc il faut les accompagner parce qu'on leur demande en parallèle de permettre aux personnes de s'autodéterminer. Donc l'autodétermination, comme dit, des personnes ne pourra se faire sans le développement du pouvoir d'agir des professionnels. Mais tout ça, ça peut être déstabilisant. Ça peut être effectivement avec une notion, si on veut que les personnes progressent, que les personnes grandissent, il va falloir faire une prise de risque. Et cette prise de risque, il faut accompagner les professionnels parce que prise de risque ne veut pas dire mise en danger. Donc à partir de là, on s'est dit qu'il faut que l'on accompagne l'ensemble de l'association, donc pas simplement les professionnels, mais les personnes accompagnées, les parents et les partenaires avec qui
on travaille sur une démarche éthique. Et ce que l'on voulait, alors ce qu'on ne voulait pas plutôt, c'était de créer, alors quand on parle de démarche éthique, on dit ouais, on va faire un comité des sachants là. Ah, c'est les gens, ils vont réfléchir pour tout le monde au niveau de l'association. C'est tout à fait ce qu'on ne voulait pas. Donc on a créé un comité de pilotage. Voilà. Et nous, ce que l'on veut, c'est que l'éthique, elle soit discutée au plus proche de l'accompagnement. Donc l'idée, à travers du petit schéma, c'est qu'en fait, ça serait au niveau des CVS et au niveau des réunions d'équipe qu'on identifie des questionnements éthiques et que ces questionnements éthiques ils soient travaillés au niveau des comités de pilotage. Alors dans nos établissements, il y avait des comités de pilotage qualité et on les a transformés en comités éthique et qualité intégrale, ce qui permet effectivement de mettre en œuvre et de réfléchir de manière collective aux questions éthiques qui peuvent se poser dans l'accompagnement au quotidien. Et il y en aura de plus en plus puisqu'ils vont être à la fois confrontés à des solutions qui seront proposées à l'intérieur des établissements, mais également à l'extérieur. Dernier point sur l'évaluation. Alors, donc, intervention donc, du CREAI qui nous accompagne là, donc, sur les 30 mois, donc, qui nous a déjà aidé effectivement dans la réalisation et la réponse à cet appel à projet. Ils ont fait une évaluation initiale, parce que c'est important aussi de savoir d'où on part. Quel impact tout ce qu'on va mettre en place va avoir effectivement sur la participation, l'expression et la représentation des personnes. Donc il y a eu une évaluation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu 241 personnes plus 82 participants sur les focus group. Donc plus de 320 personnes qui ont été associées et pour lesquelles on a demandé une certaine leur satisfaction et aussi leurs besoins, leurs attentes par rapport à tous ces questionnements-là. Et en fait, on va ensuite utiliser dans le cadre d'un design social, effectivement, en allant restituer, donc là ça va être sur le courant du mois d'octobre, un petit peu les résultats de tout ce qui a été fait, et puis de construire avec eux, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont d'accord avec les résultats, quelles pistes d'amélioration ils pourraient nous apporter, quels freins ils voient également, et donc ça va être cette dynamique-là qui va se faire tout au long de ce projet, avec des rencontres aussi entre les trois associations. Alors quand c'est les trois associations, c'est bien sûr les professionnels, c'est les personnes, nous dans notre cas aussi, bien sûr, on est une association parentale, donc les parents, voire des partenaires aussi extérieurs, parce que nous, quand on parle partenaires, on a cette vision, c'est pas simplement du médico-social, c'est effectivement des partenaires vraiment extérieurs. Le premier d'entre eux, c'est la mairie, puisque c'est demain, les réponses, elles seront pas, on ne sera pas dans le inclusive en venant chez nous, mais elle se fera avec des partenaires des territoires. Un petit mot très rapide, parce qu'en effet, il y a ces trois établissements, il y a à chaque fois ces deux projets qui sont portés. Restons chez vous et restons sur ce projet sur la veille éthique, donc avec un double niveau, ce binôme de veille éthique qui reçoit un peu les demandes, les traite, et puis les renvoie quand il y a vraiment discussion à avoir, à un comité qui, lui, est fait au sein du comité qualité, en fait, où on arbitre et on tranche ces sujets-là. Du coup, ça fait remonter plein d'enjeux autour de l'éthique. Finalement, quel type de sujets y sont abordés et quel type de sujets vous surprennent peut-être par rapport à ce que vous attendiez à voir venir? Donc, ils sont vraiment dans le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que l'éthique, c'est quelque chose de compliqué, que les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas leur place, entre guillemets, autour de la table, alors que ça les concerne au premier. Si on est là, la finalité de notre action, de manière générale, c'est l'amélioration de leur qualité de vie, de la vie des personnes qu'on accompagne. Et donc, nous, on les a mis, ils sont déjà présents dans le comité de pilotage. Et en fait, lorsqu'ils sont sur le terrain, c'est des questions qui vont remonter, mais vraiment pragmatique. Je vais prendre 2-3 exemples. C'est la personne il y a le veilleur de nuit. La personne en fait est habituée à déambuler le soir parce que on a tous des manières de vivre différentes. Certains sont au lit à 9h, d'autres c'est beaucoup plus tard. Et il déambule à 11h dans l'établissement, dans un foyer de vie. Et le veilleur de nuit lui dit si tu n'as rien à faire là, si je te revois, je te mets dans ta chambre et je t'enferme. Qu'en pensez-vous ? Et donc nous, on a un club, j'entendais tout à l'heure le club des présidents de CVS, qui est présent nous depuis 10 ans dans l'association, et on les a fait travailler sur ces questionnements-là avec des professionnels. Et les avis sont différents. Et puis en fait, le professionnel ramène très vite sur ah ouais, mais c'est pas dans le règlement intérieur, il va falloir faire évoluer. Bah oui. Et donc on est bien là pour répondre aux besoins, aux attentes des personnes, faisons évoluer nos règlements, du moment qu'on reste que dans un cadre précis. Et c'est pour ça que pour aussi aider les personnes, on a établi une charte éthique et déontologique dans lesquelles ça permet de donner, bien sûr il y a la loi, mais il y a aussi nous, nos valeurs associatives dans lesquelles on veut que cette réponse se fasse. Et donc voilà, c'est des questions aussi
qui paraît vraiment basique, mais qui a un impact tellement important sur le quotidien des personnes qu'il faut y répondre, quoi. Et on va y répondre, non pas, c'est pas une réponse individuelle, mais c'est du collectif qui doit y répondre. Ouais, vous avez cherché ces valeurs ensemble d'ailleurs, et il y a une des valeurs qui est remontée fort, vous m'avez dit, qui vous a étonné, c'est l'humilité. L'humilité. Qui a été fortement demandée. Absolument. Je voudrais faire réagir Bénédicte à ces 2 nouveaux projets encore très riches. Qu'est-ce que vous en retenez? D'abord, très spontanément, la force du témoignage. C'est lorsqu'on échange et que l'on voit les personnes s'exprimer, le regard change assez nettement et presque mécaniquement. Le point de départ de ces 2 expérimentations, merci beaucoup de ces témoignages très, très clairs, la démarche d'autodétermination avec l'objectif pour les personnes à la fois de garantir leur expression, leur engagement et leur représentation. Donc il y a un accompagnement et cette volonté fait système, c'est-à-dire qu'elle embarque derrière, on le voit bien, à la fois les professionnels qui ont besoin d'être accompagnés, c'est de la formation, vous l'avez dit, voilà, les professionnels sont embarqués, mais il faut aussi pouvoir les outiller, les familles et puis les équipes de direction qui sont aussi partie prenante. Donc vous avez aussi souligné la dimension dynamique, apprenante, on s'ajuste, on va pas à pas. Et puis sur l'essaimage, très important, dans l'essaimage, quelque chose me marque de ces narrations, c'est la force de l'inspiration. Vous l'avez dit, comment on peut être inspiré les uns des autres et cela permet l'essaimage avec quelque chose là que vous exprimez qui est lancé au sein des établissements. Et puis après, la dimension très construite, des outils indispensables, une dimension pragmatique. C'est à hauteur de vos établissements que se sont construits les outils. Et puis, encore une fois, une garantie d'un cadre respectueux du droit et puis des valeurs qui sont portées. Voilà. Donc merci beaucoup. On voit aussi la force de cette entrée à partir des personnes qui entraînent pour les professionnels et pour les organisations, ces 3 niveaux-là. Merci beaucoup pour ces éclairages, merci pour ces témoignages, merci à vous de nous avoir emportés dans cette première séquence absolument passionnante.